Je vous remercie effectivement déjà d'être venu, d'avoir répondu à cette invitation qui vous est adressée aussi bien par nos co-organisatrices de Prenons la Une et puis de la section Île-de-France du SNJ. Je tiens à remercier bien évidemment les responsables de Prenons la Une qui sont ici et puis les personnes au sein de la section Île-de-France du SNJ qui se sont démenées pour organiser également ce débat, et particulièrement donc Sylvia Duverger et Armel Pinault. Voilà, et de mon côté, Didier, alors j'ai pas fini, mais les hommes après, d'abord les femmes, je crois. Je pense effectivement, puisqu'on m'introduit vers les hommes, donc Didier aussi Gachin qui s'est occupé de toute la partie technique d'installation, ouverture de la salle et qui est très présent et qui va faire des photos, si vous le voulez bien également tout à l'heure, de la salle, de votre participation. Mario Baston qui n'est pas là pour l'instant, peut-être qu'il sera là plus tard, je ne sais pas s'il est disponible, qui est le trésorier de la section Île-de-France et qui s'est démené également pour qu'on puisse avoir un après-débat dans une salle juste en face, quasiment, et donc qui nous permettra de prolonger les débats de manière plus conviviale autour d'un verre. Voilà. Et puis, puisqu'on est dans les hommes, voilà, je suis le secrétaire général, j'avais oublié ce que j'étais, secrétaire général de la section Île-de-France du SNJ. Et je tiens à excuser également ce soir, donc mon nom est Stéphane Jarre, et je suis journaliste bien évidemment, et je tiens à excuser ce soir également le premier secrétaire général du syndicat, donc du SNJ au niveau national, Vincent Lanier, qui aurait bien voulu être là, mais qui a d'autres obligations actuellement. Et puis en plus, il est de province, et donc c'est assez compliqué parfois de participer à tout ce qui se passe à Paris. Mais donc il aurait bien voulu être là, et il vous prie de l'excuser. Je vous remercie bien évidemment de vous être déplacé, d'être venu jusque-là. Vous savez que le siège du syndicat est juste à côté, au 33 rue du Louvre. N'hésitez pas à vous y rendre le moment venu si vous en avez besoin. Nous sommes toujours là, évidemment, pour défendre votre cause et pour défendre toutes les causes, évidemment, des salariés. Je regardais juste avant de venir, donc j'en ai pas parlé donc à Anaïs Condomine et Aude Loriot qui sont là. J'ai regardé puisque je suis un ancien du centre de formation des journalistes. Dans ma promotion en 1985, il y avait 10 femmes sur une quarantaine donc de journalistes étudiants qui avaient été sélectionnés par concours. J'ai regardé en l'an 2000, la promotion de l'an 2000, 25 femmes et à peu près un peu moins de 20 hommes. La bascule s'est faite et aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes nouvelles qui entrent en journalisme. Donc, c'est presque dommage, on se dit, parce que finalement, il y a déjà il y a 18 ans, les femmes étaient numériquement plus nombreuses, au moins au CFJ, mais aussi, je pense, maintenant dans la profession. Et c'est important, bien évidemment, cette présence, vos actions, et encore une fois, n'oubliez jamais que nous, de notre côté, là je parle en tant qu'homme, on n'a pas toujours conscience de tout ce que vous vivez. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des associations comme Prenons la Une qui nous sensibilisent, qui nous rappellent effectivement qu'il y a des spécificités ou des difficultés particulières qui peuvent vous être faites et qui évidemment, en tant que syndicaliste, en tant que syndicat, nous ne pouvons que contrer et vous aider dans vos débats et dans votre lutte. Caroline est ici aussi, qui nous a beaucoup aidé, qui est notre secrétaire pour la section Île-de-France du SNJ. Merci aussi à Caroline qui s'est beaucoup démenée pour pouvoir monter ce débat. Donc, je vous disais simplement qu'effectivement, vous êtes aujourd'hui plus nombreuses. Vous avez des difficultés, des spécificités dont je dois reconnaître humblement, nous n'avons pas toujours conscience. Mais bien évidemment, lorsqu'il s'agit de défendre des droits en tant que syndicaliste, on ne fait pas de distinction, mais on n'a pas toujours conscience de ces petits détails que vous, évidemment, vous vivez de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus violente
que nous ne pouvons le percevoir. Donc, rappelez-nous régulièrement à ce genre de choses, à ce genre de vigilance. Et dans les entreprises, n'hésitez pas, effectivement, aussi à revendiquer. Vous devez prendre la une, vous devez aussi, je vous demande, prendre les syndicats, prendre les instances représentatives. N'hésitez pas, à partir du moment où vous avez cette possibilité, il y a de plus en plus des obligations de parité, eh bien, allez-y, allez-y. Nous avons besoin de vous, de votre sensibilité, de votre regard, et pas seulement les femmes, mais les hommes ont besoin aussi de vous. Et les syndicats ont besoin de vous comme membres actifs du syndicalisme. Donc, nous comptons beaucoup sur vous. N'hésitez pas, rejoignez-nous, et plus vous serez nombreuses et plus vous serez militantes, plus on sera sensible à tout ce qui parfois peut nous échapper en tant qu'hommes, et certainement on défendra beaucoup mieux la cause de tous les salariés avec vous. Donc merci d'être là, et je vous laisse à votre débat, ce débat-là, sur Prenons la Une, avec également le SNJ aux côtés de nos invités ici, et co-organisatrices, je dois dire. Merci, merci. Vous êtes pas avec le micro? Ouais. Okay. Tu me passes? Ouais. Oui, alors, Aude et Anaïs, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles circonstances vous avez créé Prenons la Une? C'est ma première question. Allô? Ouais. Alors, donc Prenons la Une, c'est pas Anaïs ni moi qui l'avons créé, mais c'est Léa Lejeune qui va arriver un peu plus tard, qui est journaliste à Challenge, et Claire Allais, qui est journaliste et rédactrice en chef à Alternative économique, qui ont créé Prenons la Une il y a environ 4 ans et demi. Donc c'était à l'origine un collectif, et c'est devenu cette année une association, notamment parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui nous ont sollicité pour les accompagner dans la thématique des violences sexuelles, et que pour cela, à terme, il fallait qu'on soit une association. Donc brièvement, qu'est-ce que c'est Prenons la Une? C'est une association qui a pour but de favoriser une juste représentation des femmes dans les médias, et de favoriser l'égalité professionnelle dans les rédactions, et enfin, si on devait donner 3 axes principaux, de lutter contre les discriminations, les agressions, le harcèlement et les stéréotypes de genre, du genre des portraits dans la presse qui commencent par des descriptions physiques quand il s'agit de femmes, et ce qui n'est pas le cas quand il s'agit d'hommes. Voilà, si on devait dire ça brièvement. Merci. Est-ce que ça signifie que vous vous voyez comme un syndicat des femmes journalistes? Voilà. Alors, la question du syndicat. Alors, Prenons la Une n'est pas un syndicat pour l'instant. À terme, dans 5 ans, on pourrait devenir un syndicat. Est-ce que c'est le souhait que vous avez? Alors, c'est une réflexion qui, pour l'instant, n'est pas encore d'actualité, de toute façon. Donc voilà, la question, pour l'instant, se pose pas, mais de toute façon, on est déjà une forme de syndicat, d'une certaine manière. On défend les intérêts des femmes dans les médias. Donc, Prenons la Une fait partie de ce que moi j'appelle les nouvelles formes de syndicalisme qui ont émergé ces dernières années, et parfois à cause des lacunes des syndicats traditionnels, il faut le dire. Par exemple, on peut citer Génération Précaire et le mouvement national des chômeurs et précaires, qui ont émergé aussi parce que la défense des stagiaires et des chômeurs était parfois un angle mort des syndicats classiques.
D'ailleurs, j'avais fait une enquête là-dessus, donc je vais vous citer une phrase de Ophélie Latil, qui était une des responsables de Génération Précaire, qui disait « Si on existe sur le marché, c'est parce que vous ne vous occupez pas de nous ». C'est un peu une réflexion que je lance à la salle. Après, ça m'intéresserait à la fin, quand on discutera, d'avoir votre sentiment et votre retour là-dessus. Voilà, donc peut-être que Prenons la Une s'est créé aussi parce qu'historiquement, il y a eu une gêne des syndicats à traiter la question des femmes comme un objet spécifique dans la tradition universaliste française il n'y a pas de différence, etc. Donc tout ça, il y a plein de facteurs, on ne va pas développer là-dessus. Mais nous, on se conçoit comme en complémentarité, en tout cas, avec le SNJ et les syndicats journalistes. Le SNJ est une structure bien plus vaste et importante que nous qui sommes toutes petites. Vous êtes, en fait? Alors là, on a eu plus de cotisations ces derniers temps, mais je crois qu'on arrive à 70, quelque chose comme ça. Et donc on espère en fait être complémentaire du SNJ sur des questions plus spécifiques que sont les questions de genre, d'égalité professionnelle, de violence sexuelle. Et on est très très preneuse de relations fortes avec le SNJ et de voir comment, et ça va être vraiment l'objet de la discussion, et vraiment je vous incite à réfléchir avec nous sur comment on peut articuler en fait la relation entre Prenons la Une et le SNJ, comment est-ce qu'on peut construire ensemble quelque chose qui fonctionne, voilà, comment est-ce qu'on peut lutter ensemble aussi. Et oui, il y a quand même quelques différences. Si on revient sur ce que c'est que Prenons la Une, le fait d'être plus petit a aussi des avantages. Je pense qu'on est une structure plus légère et du coup, en termes de possibilités d'action, des actions peuvent parfois se mettre en place peut-être plus rapidement que le SNJ. Donc c'est intéressant d'avoir aussi deux formes différentes, un syndicat plus important, une petite structure plus légère. Et puis aussi, je pense que le fait de ne pas être vraiment étiqueté comme un syndicat présente aussi des avantages pour recruter ou attirer des personnes qui sont effrayées par le syndicalisme. Voilà. Ça permet aussi de faire venir les plus jeunes, notamment. Mais on pourra en discuter, mais voilà. Oui, quand vous les accompagnez, enfin, vos adhérents, tous celles qui viennent vous voir, est-ce qu'il vous arrive de les orienter vers des syndicats parce que vous ne pouvez pas aller, je ne sais pas, jusqu'au bout d'une action légale, par exemple Oui, bien sûr que ça nous arrive. L'inverse arrive aussi, que le CNJ nous sollicite, mais évidemment, nous, on renvoie vers des avocats, des associations spécialisées dans les violences contre les femmes. On renvoie vers plein d'autres structures qui ont beaucoup plus de force de frappe que nous et qui sont complémentaires, mais voilà. Peut-être Anaïs, quelles sont les revendications de Prenons la Une? Est-ce que toi tu es à Prenons la Une depuis le début? Moi je suis pas à Prenons la Une depuis très très longtemps, en tout cas pas depuis 2014 quand ça a été créé. Maintenant je fais partie du conseil d'administration et je dois dire que depuis MeToo et l'affaire Weinstein aussi, il y a eu de très nombreux recrutements. On a quand même eu une sacrée vague de nouvelles militantes qui sont venues nous rejoindre. Donc nos revendications, donc moi j'étais pas là à cette époque-là, mais il y a eu un manifeste fondateur en 2014 publié dans Libération qui a recueilli plusieurs centaines de signatures. 300 je crois, en moi. J'avais 800 en tête. Je crois que c'est plutôt 800. Ouais. À vérifier. Et donc, dans ce manifeste, on a établi 3 revendications principales qui n'arrêtent pas de s'étoffer parce qu'effectivement, on travaille sur de plus en plus de sujets et qu'il y a de plus en plus de travail, en fait. Mais donc, à la base, l'idée, c'est de pouvoir demander la présence d'au moins 50% de femmes expertes dans les articles de presse ou sur les plateaux de télévision. On se rend compte quand même que les médias, en général, ont tendance à, soit par paresse, soit par suivisme, c'est des choses qu'on connaît bien dans ce métier, d'inviter ou d'interroger souvent les mêmes personnes, en l'occurrence
souvent des hommes qui connaissent bien leur sujet, qui sont volontaires pour en parler et se mettre en avant. Or, on sait qu'en fait, dans la recherche, la sociologie, et ça, il y a plein de femmes qui sont super fortes aussi et qui veulent bien participer. Et donc, nous, notre objectif, c'est qu'à terme, on puisse avoir au moins 50% de ces femmes-là présentes dans la presse. À l'heure actuelle, elles sont entre 20 et 30%, selon les études. Voilà, et d'ailleurs, le site Les Expertes, je ne sais pas si ça hoche de la tête dans l'assistance, mais oui, c'est un site qui nous aide beaucoup. C'est un vrai annuaire qui permet d'interroger des femmes spécialistes dans leur domaine. Sauf qu'elles n'ont plus de financement depuis 3 mois. Oui, voilà. Donc ça, c'est un autre sujet, mais comment aider les expertes qui sont un outil fondamental, c'est vrai que c'est un autre sujet. La deuxième revendication, elle est d'ordre, elle est sur les salaires, l'égalité salariale. C'est Léa Lejeune qui va vous en parler tout à l'heure et qui est spécialiste du sujet. Nous, l'idée, ce serait de dire, on voudrait que les aides à la presse soient attribuées aux rédactions qui respectent les lois sur l'égalité professionnelle. Dans la société, en général, il y a 9% de discrimination pure entre les salaires des hommes et les salaires des femmes. Dans le milieu du journalisme, on est pire, c'est-à-dire qu'il y a 12% actuellement de différence entre les salaires des femmes journalistes et les salaires des hommes journalistes. Et donc, c'est évidemment scandaleux. Et enfin, la troisième revendication, ce serait de pouvoir être davantage présente dans les écoles de journalisme et de mettre en place des modules de formation sur les traitements des violences faites aux femmes, sur le traitement des stéréotypes de genre, pour pouvoir former la nouvelle génération de journalistes qui arrivent, mais qui est très très prometteuse. Moi, j'ai beaucoup d'espoir quand je regarde les jeunes journalistes qui arrivent. Elles sont déjà super féministes et je suis trop contente. Et donc, je pense que... Mais il y a quand même une présence à accroître dans ces écoles de journalisme, je pense. Oui, alors justement, est-ce qu'à votre connaissance, il y a déjà des enseignements sur les questions de genre dans les écoles de journalisme? Tu sais pas, je sais pas. Est-ce qu'on fait appel à... On peut répondre un peu toutes les trois et puis on peut en profiter pour dire bonjour à Léa Lejeune, journaliste à Challenge et donc cofondatrice de Prenons la Une. Tu veux dire un mot sur les écoles de journalisme? Ouais, je peux. En fait, ce qu'on avait demandé au départ, c'est que ce soit rajouté par la conférence des grandes écoles de journalisme parmi les modules obligatoires, quoi, que ce soit après libre à chaque école d'en faire soit un cours complet avec une vraie analyse des stéréotypes, soit juste une sensibilisation d'1 heure ou 2. C'est une requête qui nous a été refusée. On retentera une prochaine fois. Mais pour l'instant, on a fait beaucoup d'interventions. On est allé au QEJ, à l'IJBA, on est allé à Sciences Po Paris, en école de journalisme. À l'IFP. On est allé à l'IFP, on est allé au CFJ plusieurs fois. On est allé à l'école de journalisme de Grenoble. Bon, bref, on en a fait plein. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est que ça continue. C'est que chaque année, dans une des écoles, on y aille tous les 2 ans, de manière à ce que chaque promotion puisse rencontrer quelqu'un comme nous pour parler des stéréotypes. Et j'aimerais bien que ce soit aussi le cas sur les questions LGBT, sur les questions de diversité. Mais là-dessus, il y a un autre débat. Est-ce que je peux juste dire quelque chose là pour votre information? Vous savez que les écoles de journalisme sont reconnues par la profession. Pour être reconnues. Je ne sais pas, si je me trompe trop loin, on n'entend pas. Vous le mettez je sous vais le parler menton. sans micro. En tout cas, dans les écoles de journalisme, pour une certaine d'entre elles en tout cas, sont reconnues par la profession. Ce qui veut dire que les syndicats de journalistes sont présents dans des conseils ou des comités et ont connaissance évidemment des études et s'assurent qu'effectivement, d'abord on parle bien de journalisme, on enseigne bien toute la diversité des métiers du journalisme. Il y a le secrétariat de rédaction par exemple qui est très en souffrance aujourd'hui dans les entreprises comme dans les formations, dans les écoles. Mais c'est un aspect qu'effectivement on peut noter, sur lesquels, puisque nous sommes représentés en tant que SNJ et syndicat de journalisme, dans tous ces conseils pédagogiques, c'est un point sur lequel nous pouvons insister et que nous pouvons demander, peut-être même, aller jusqu'à souhaiter qu'effectivement, dans le cursus scolaire, il y ait, pour qu'une école soit reconnue par la profession, un élément de sensibilisation
à ces sujets-là. Et donc, personnellement, je représente le SNJ à l'école de journalisme de Sciences Po. Donc, je verrai la prochaine fois si effectivement quelque chose a été intégré. Et en tout cas, nous avons, puisque c'est nous qui donnons notre aval à une reconnaissance professionnelle de ces formations et de ces écoles, nous avons un certain pouvoir. C'est en cela aussi que nous pouvons être complémentaires, puisque nous sommes évidemment sensibles à vos questions et que nous avons la possibilité d'influer ou d'insister pour que cet élément-là soit très présent dans les cursus et les 2 années en général de formation. Eh ben, bon coup. Notez-le parce que j'ai une mémoire courte. Je l'ai noté. Et plus qu'une heure par-ci par-là. Un module de formation. Tout ce que vous voulez. Il faut juste me préciser et me le rappeler. Alors, est-ce que peut-être on peut revenir sur la fondation de Prenons la Une, puisque tu n'étais pas là tout à l'heure. Je leur fais confiance, je crois. Oui, on n'est pas d'études. En gros, au début, on était 2. Moi j'étais journaliste à Libération à l'époque et aussi en freelance et Claire Allais qui était journaliste à Alternatives économiques me commande un papier. Elle me dit j'aimerais bien que tu me fasses un truc sur la représentation des femmes dans les médias et puis tiens mets avec la place des femmes journalistes parce que je pense que c'est un peu lié quand même. Il n'y avait pas eu d'enquête depuis longtemps sur ce sujet et en fait je fais l'enquête et effectivement les chiffres sont catastrophiques. Les études étaient réalisées tous les 5 ans par le GMMP, c'est un collectif de chercheuses internationales qui analyse les contenus dans les médias 1 jour par an sur tous les médias pour voir les stéréotypes, la représentation. Bref, les études existaient mais personne n'en parlait. Et il venait d'y avoir la grève des signatures des échos. C'est-à-dire les femmes des échos s'étaient rendues compte qu'on avait encore promu des hommes, que leur salaire était plus bas, parce que je crois que la grille salariale avait fuité. Et donc, voilà, tous ces éléments mis bout à bout, on se dit, tiens, il y a un problème de représentation, et tiens, ça pourrait être lié au fait qu'à la tête des rédactions en chef, ce sont quasiment que des messieurs, et qui plus est d'un certain âge. Voilà, donc on se dit un peu ça et on se demande comment réagir. Ça part d'une tribune et petit à petit on a agrégé plein de journalistes qu'on connaissait et on a essayé de les faire travailler avec nous. Sur les chiffres, d'ailleurs, c'est peut-être le moment de donner quelques chiffres, parce qu'effectivement, cette représentation était catastrophique quand Prenons la Une a commencé, et elle ne s'est pas tellement améliorée. Selon, donc, Léa a cité le GMMP, c'est le Global Media Monitoring Project, qui est dans une centaine de pays, qui prend une journée, il analyse tous les médias, et il mesure comme ça le nombre de femmes, leur rôle. C'est une étude qui est vraiment très importante et très intéressante. Et la dernière, donc ça a lieu tous les 5 ans, la dernière c'était en 2015, il y avait 23% de femmes dans les personnes qu'on entend, dont il est question et que l'on voit en TV, radio, presse écrite, donc ça c'est tout, voilà, chiffres confondus, c'était même en baisse par rapport à 2010. Et le chiffre est encore plus bas quand on analyse les catégories savantes ou nobles, entre guillemets, parce qu'elles forment 17% des experts et expertes et chercheurs et chercheuses interviewés. Et en revanche, 40% des témoins. Donc les témoins, c'est ceux et celles qui n'ont pas de nom dans les reportages, ça vous le savez. Et donc ça, c'est la grosse enquête vraiment de référence, mais il y a eu de multiples enquêtes qui ont confirmé ces chiffres un peu cata. Il y a une enquête des décodeurs, par exemple, donc vous savez, c'est une section du Monde qui s'intéresse beaucoup aux chiffres, donc ça tombe bien, et ils ont trouvé qu'il y avait 81% que 81% des personnes présentant une de 6 journaux, les 6 principaux quotidiens qu'ils avaient analysés, donc étaient des hommes, et 78,5% des personnes citées aussi. Le CSA fait régulièrement aussi des enquêtes, et pour 2017, les chiffres du CSA recensaient, alors il y avait un peu une amélioration, 38% de femmes, et ça c'était à la radio et 42% à la télévision.
Mais par contre, aux heures de grande audience, de forte audience, et ben là, on est sur une baisse drastique. Par exemple, sur la tranche 18-20 heures, il y a 29% de femmes. Et la catégorie invitée politique aussi, c'est celle où il y a le moins de femmes. Elles sont 27%, donc en TV et radio. Voilà. Voilà, c'est tout pour les chiffres. Et pour remédier à cela, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous préconisez? Comme Anaïs l'a dit tout à l'heure, on est en faveur de quotas, enfin, oui, on peut le dire comme ça, mais alors c'est pas des quotas forcément dans chaque émission, chaque... C'est pas un gros mot, hein. Oui, non. Mais c'est des chiffres qui sont lissés sur plusieurs mois ou sur une année, c'est-à-dire que par exemple, sur certains articles, ça peut être plus difficile, mais c'est important, on pense que chaque journaliste se responsabilise et voit si dans sa production il y a un déséquilibre ou pas. Ouais. Tiens. Je voudrais ajouter 2 petits points qui sont amenés l'un par l'expérience des interventions qu'on a fait en école de journalisme. En fait, on se rend compte quand on explique ça devant des classes, évidemment, il y a plein de jeunes féministes qui sont sensibilisées, mais dans les classes, il y a aussi des garçons. Et puis, il y a aussi des filles qui ne sont pas sensibilisées ou qui sont persuadées que finalement, les questions féministes, c'est pas très important et qu'on a déjà tout acquis. Face à ces personnes-là, en fait, on arrive, on prend des articles, on prend des reportages, on leur montre, on leur dit, tu vois, cette personnalité politique a été encore citée plein de fois sur son prénom, telle autre est décrite par son physique. C'est comme ça qu'on démarre un portrait par 3000 signes de description sur son physique et sur sa voix, au lieu de parler de ses actions. Dans ton enquête, là, tu t'es pas demandé à un seul moment si tu pouvais interviewer une femme, par exemple, dans les représentants syndicaux. Oui, les représentants syndicaux sont des hommes pour les numéros 1, mais il y a beaucoup de numéros 2 dans les syndicats français qui sont des femmes et qui ont une parole aussi pertinente. Donc je pense que souvent l'idée c'est de mettre le doigt dessus, d'aller prendre l'étudiant par la main et lui dire voilà, regarde ça. Et je pense que, et si vous êtes d'accord et si vous êtes dans des rédactions qui ont envie de ça, aussi on est d'accord pour aller dans les rédactions. Et juste le fait d'avoir quelqu'un qui vous répète ça pendant 1 heure, faites gaffe, regardez ce truc-là, peut-être que ça peut créer des automatismes. Et l'autre idée qui est intéressante et qui n'est pas dans nos revendications, mais que je pense qu'on peut mettre au pot, c'est l'idée des journaux suisses qui, en fait, plusieurs journaux suisses se sont mis à pointer tous les mois le pourcentage de femmes dans leur page. Et finalement, à la fin, tu vois s'il y a une évolution, s'il y a un mois où ils ont été pires que le mois précédent, etc. Justement, aujourd'hui, là, il y a une info, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a le Financial Times qui a mis en place un bot dans ses rédactions qui signifie au journaliste qui a écrit l'article quand il n'a interviewé que des hommes. Et donc, c'est un petit rappel, un petit voyant rouge qui s'allume pour dire attention. Et je trouve que ce serait une super initiative de pouvoir promouvoir ça en France et pourquoi pas le mettre en place dans nos rédactions à réfléchir. Ouais. Alors j'aimerais bien qu'on aborde la question de l'écriture inclusive, parce qu'on a parlé de la représentation des femmes dans les colonnes des journaux. Mais bon, si on passe par un masculin, dit générique, ça aide à passer les femmes à la trappe. Alors, Aude, tu as particulièrement travaillé sur cette question, publié sur cette question. Voilà. Donc, est-ce que tu peux en dire un mot, me donner ton sentiment? Est-ce que c'est en progression, en régression dans les journaux, dans la presse? Parce que moi, on m'a dit là récemment que c'était en régression, que c'était déjà en train de passer de mode. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense qu'il faut distinguer les articles qui sont produits sur le sujet et les changements qui se produisent petit à petit dans les rédactions. Il y a moins d'articles sur le sujet parce que oui, ça c'est le journalisme, c'est la vie du journalisme. Il y a des phases et
Et là, c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de publications qu'en novembre de l'année dernière, où là, il y avait eu beaucoup de choses. Mais en revanche, nous, on a constaté, enfin moi j'ai constaté, ça c'est sûr, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis un an. Par exemple, j'ai vu dernièrement une notification du Monde, du journal Le Monde, enfin de l'application Le Monde plutôt, avec des points médians. Alors c'était pas des points médians, le point médian c'est vraiment le point du milieu, et là c'était un point du bas, mais bon c'est à peu près pareil. Mais donc je dois l'avoir gardé, c'était égalité femmes-hommes panafricain.e.s Oudda Sharawi, une égyptienne à l'avant-garde du féminisme musulman. Voilà. J'ai vu aussi, par exemple, cette année, que Sciences et Avenir faisait un spécial devenir ingénieur avec la parenthèse ingénieur avec le E entre parenthèses. J'ai vu aussi dans plein d'endroits, dans Libération, Le Monde, surtout dans la partie tribune, opinion, idées, que désormais il y avait de plus en plus de textes où il y avait des points médians et de l'écriture inclusive qui passaient. Alors, je voulais juste... C'est pas illisible? Non. Alors, je voulais juste déjà définir un peu parce que nous, en tout cas, à Prenons la Une et au Conseil à l'égalité et beaucoup d'autres instances référentes sur ces sujets appellent l'écriture inclusive l'ensemble des règles qui permettent d'avoir une juste représentation des femmes et des hommes dans la langue. Donc, l'écriture inclusive ne se réduit pas au point médian. Et pour vous donner un exemple qui fait partie des choses qui ont progressé aussi, je pense, depuis un an, c'est que sur Slate, pour lequel moi je travaille notamment, tout est en écriture inclusive et ça ne se voit pas. Personne, je le demandais récemment à une personne qui s'occupe des réseaux sociaux, etc., elle m'a dit « Jamais une seule fois on m'a fait la remarque ». Donc les gens ne s'en aperçoivent pas du tout. Mais ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de règles, en fait, pour que ça ne se voit pas. On emploie des mots englobants, c'est-à-dire au lieu de dire les Français, on dit la population française. On emploie des mots épicènes, on dit les membres, les élèves, les fonctionnaires, voilà, qui sont des mots génériques qui englobent le féminin, le masculin. On double aussi, on peut dire français et française, savante et savant. Il y a l'usage du féminin aussi pour les noms de métiers, de fonctions, de titres, autrice, députée, présidente, on peut dire autrice ou auteur, alors ça c'est tout un débat, mais je vais pas revenir dessus. Moi personnellement je dis autrice parce que je me fonde sur les recherches d'Eliane Viennot qui, elle, a analysé quels étaient les mots qui existaient il y a en fait plusieurs siècles, mais bon, on va pas développer là-dessus. Et Slate utilise aussi l'accord de proximité en disant les hommes et les femmes sont belles. Donc on accorde sur le dernier. Et personne ne s'en rend compte, ma foi. Donc voilà. Ouais. Oui, dans aussi ce qui a progressé, c'est le Monde a établi aussi une charte qui formalisait l'usage du féminin pour les titres, professions, etc. Voilà, il y a eu quand même quelques améliorations. Il faut savoir aussi qu'avant toute cette vague-là où on a beaucoup parlé d'écriture inclusive, il y avait déjà quand même certaines rédactions qui faisaient des efforts. Par exemple, Mademoiselle, le site Mademoiselle, est en écriture inclusive depuis, je crois que c'est au moins 5 ans ou plus. Charlie Hebdo, par exemple, il y a certains articles et certains journalistes plutôt, qui emploient l'accord de proximité et qui écrivent en écriture inclusive. Voilà. Et j'ai même trouvé un titre du Figaro où il y avait une auteure accusée de plagiat. Donc voilà. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question sur l'écriture inclusive? Tout à fait. Merci. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure avec la salle si ça intéresse plus de personnes. Dans un syndicat, on s'intéresse de très près à l'égalité salariale. Alors, quelles sont vos actions en la matière pour obtenir
Voilà. Attention, j'ai pas pu imprimer, donc il faut que vous me laissiez une demi-seconde pour que ce machin vétuste se rallume. Ouais, en gros je pense que c'est là-dessus qu'on va être un peu taquin avec les syndicats, je pense. Enfin, moi, je vais l'être. Alors, faut savoir qu'à côté, dans mon travail, je travaille beaucoup sur les inégalités professionnelles et les inégalités de salaire à Challenge. J'ai fait pas mal d'interviews avec la CGT et la CFDT qui se penchent vraiment là-dessus. J'ai suivi toute l'histoire de la loi et j'ai aussi regardé avec plein de syndicats des boîtes du CAC 40 ce que faisaient ces entreprises. Et donc, je pars aussi de ces connaissances-là, auxquelles je rajoute les connaissances de la presse. Et en gros, mon idée, c'est que pour beaucoup de syndicats en général et pour aussi beaucoup de syndicats de journalisme, c'est un truc laissé de côté. C'est-à-dire que je pense que les syndicats sont évidemment pour l'égalité salariale et je ne pense pas que le SNJ en doute une seule seconde. Je pense même que certains d'entre vous agissent dans les entreprises pour tenter de l'améliorer. Par contre, ce que je pense, c'est que vous n'utilisez pas toujours les bons moyens et les bonnes méthodes. Et je crois que c'est ça qu'on peut apporter pour les syndicats. Je vais prendre un exemple sur ce qui s'est passé cette année. Donc cette année, il y a plusieurs rédactions qui sont entrées dans ce que nous on a appelé en rébellion. Donc c'est-à-dire plusieurs rédactions où des groupes de femmes indépendants se sont constitués pour dire on n'est pas assez payé, on n'est pas assez promu au poste de direction. Donc il y avait eu les Échos il y a quelques années, mais là surtout il y a le Nouvel Obs, enfin non, dit Obs, le Parisien, Nice Matin, Ouest France et j'en oublie sûrement la Provence et le Progrès. Voilà, c'est ça, on les a tous. Enfin, je crois. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elles se sont mobilisées. Pourquoi ? Parce que leurs syndicats ne les écoutaient pas et ne s'emparaient pas de ce sujet. Finalement, certaines ont travaillé avec des syndicats, d'autres sont restées dans leur coin et sont allées voir leur direction. Et leur direction leur a dit « Mais bien sûr qu'on va faire quelque chose, on vous promet, on va promouvoir des femmes. » Parfois, ils l'ont fait, ils en ont promu une dans l'année. Et on va faire attention aux inégalités de salaire. Mais en fait, elles se sont arrêtées là. Et ceux d'entre vous qui sont représentants syndicaux savent que, en fait, il faut négocier un accord pour l'égalité salariale ou un plan d'action pour l'égalité avec fait par la direction, mais auquel on essaye un peu de rajouter quelques idées. Ça, c'est obligé dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, donc presque tous les médias aujourd'hui. Hein. Et donc, en fait, comment on négocie ça ? En fait, il faut faire attention à être sûr de mettre plusieurs points qui, moi, me semblent importants. Et du coup, je vais les dire. Tu me dis si je suis trop longue. Non, vas-y. En gros, donc l'idée, c'est qu'il faut d'abord demander une expertise, un audit de parité ou une manière de recenser les différences de salaire et quels hommes et quelles femmes occupent tel ou tel poste. Ça, ils sont obligés de le faire. Avant, c'était un rapport de situation comparée. Peut-être qu'il y en a dans votre entreprise, peut-être qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Dans certaines entreprises, ça a été remplacé par une base de données économiques et sociales. C'était une grande idée de Rebsamen, qui noie un peu ce truc-là au milieu de plein d'autres données. Mais elles y sont, il faut aller les chercher. En gros, je pense que quand on négocie un accord, donc là, il faut regarder, voilà, si on a un accord, si on n'a pas, qu'est-ce qu'on fait ? Un accord se négocie sur 3 ans. Et je pense qu'il y a 3 choses qui sont très importantes. La première, c'est est-ce qu'on a demandé une enveloppe de rattrapage salarial pour les femmes dont on voit qu'elles sont très très en retard par rapport à leurs collègues masculins. Une enveloppe de rattrapage salarial, ça se décide en pourcentage de la masse salariale. On va dire, par exemple, je veux que dans 3 ans, on ait alloué 2% de la masse salariale à augmenter les salaires de ces femmes qui sont restées sur le carreau ou qui sont moins payées que leurs collègues au même poste. Et c'est important, un, qu'il y ait un chiffre, et 2, qu'il y ait une durée dans le temps, parce que ça vous permettra après de dire dans 1 an, ah bah non, ça n'avait pas évolué, dans 3 ans, alors là, clairement, vous n'avez pas distribué. Et ce qui est intéressant sur ces enveloppes de salaire, c'est que c'est pas du tout les mêmes que les enveloppes de négociation annuelles obligatoires. Comme c'est quelque chose de différent, vos collègues masculins qui sont parfois ceux qui sont réticents à se battre pour l'égalité, ceux-là, vous pourrez leur dire, de toute façon, ça ne touchera pas à ton salaire, ne t'inquiète pas. Donc le deuxième volet à demander pour moi, c'est l'évolution durant la carrière. Alors voilà, ce qu'on a vu par exemple, c'est que dans les boîtes du CAC 40, il faut qu'à chaque fois qu'il y a un poste qui s'ouvre dans une rédaction, il faut qu'il y ait au moins une candidature de femme, qui ne soit pas toujours en train de dire « Ah tiens, il y a un poste qui s'ouvre, oh, on n'a que 3 candidats hommes, c'est pas grave, on s'en fiche. » On peut peut-être aller voir cette collègue journaliste qui est très performante et qui n'ose peut-être pas demander et voir si on peut la motiver et demander de postuler.
Deux, moi je pense que c'est important de demander des quotas aux directions de rédaction. Donc c'est de dire, voilà, aujourd'hui il y a 5%, enfin, en gros, on aimerait bien que dans 3 ans ce soit 10%, et puis on aimerait bien que petit à petit ça progresse, pour qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau poste qui s'ouvre à la direction, la question soit posée. Je pense qu'il faut faire attention aussi à surveiller les évolutions pardon, j'ai oublié un petit truc. Ce qui est intéressant aussi sur ces critères-là, c'est que parfois dans les très grosses boîtes, les directions de rédaction ont des objectifs à remplir qui sont obligés pour qu'ils obtiennent leur propre prime. Et ce qu'ont fait les femmes des Échos, c'est qu'elles ont conditionné les primes des patrons, des dirigeants, au fait que l'égalité professionnelle progresse dans la rédaction. Donc on ne sait pas encore ce que ça va donner, c'est dans le tout dernier plan, mais je pense que c'est assez malin comme idée. Dans les grosses rédactions, on peut aussi demander la mise en place de comités de carrière. Alors ça, c'est super chiant, mais c'est des gens qui vont vérifier que les carrières évoluent, que les postes soient distribués, etc. Ceux qui vont vérifier qu'on n'a pas une femme qui stagne au poste de rédacteur depuis 40 ans alors qu'elle a fait 3 demandes de changer et que en fait, du coup, son salaire ne progresse que du pourcentage réglementaire annuel. Voilà, parce que ça on n'y pense pas toujours, on dit les hommes et les femmes sont payés pareil parce que au poste de rédacteur, dans ma rédaction, ils sont tous payés pareil. Oui, mais s'il y a 6 femmes qui ont 50 ans et qu'il y a 2 hommes qui ont 30 ans, ils ne sont pas payés pareil en fait, il y a un problème. Et ensuite, le truc, c'est que c'est obligatoire dans la loi française, mais tout le monde ne l'applique pas. Faire attention à ce qu'au retour du congé maternité, il y ait bien un entretien qui fasse qu'on demande à cette femme si elle a envie de progresser, ce qu'elle a envie de faire, et qu'on vérifie que son salaire a été augmenté de la même manière que les collègues. Si par exemple il y a une augmentation générale et qu'elle n'était pas là, être sûre qu'elle soit bien mise dedans. Donc ça, je pense que c'est des petits trucs auxquels il faut penser. Et j'avais juste 2 précisions à rajouter. La première chose quand on rédige ces accords-là, c'est du coup je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est toujours de se dire, je regarde un pourcentage, je fixe des échéances de date et je regarde les évolutions. Et tous les ans, je me dis que je me replonge là-dedans pour refaire les calculs et pour vérifier si ça a évolué. Ça permet notamment de ne pas avoir ce que font pas mal de groupes du CAC 40 notamment, ce qu'ils faisaient au début, c'est-à-dire d'avoir des coquilles vides, des rapports et des accords qui sont en fait un copier-coller de l'élément de la loi qui dit je veillerai à ce que l'égalité homme-femme soit respectée dans ma rédaction et puis pouf, rien d'autre. Donc ça, je pense qu'il faut y faire attention. Et l'autre chose, je pense qu'il faut faire attention aux spécificités de notre métier. Par exemple, les postes circulent au bouche à oreille, on le sait tous. Je pense qu'on est beaucoup à avoir eu notre poste parce que quelqu'un en a entendu parler et puis nous en a parlé. Est-ce qu'il ne faut pas demander, par exemple, d'abord à ce que les postes intéressants soient publiés en interne, de manière à ce que les femmes en interne puissent postuler et ensuite, dans un second temps, en externe. Je sais que normalement, c'est censé être le cas, mais ça ne l'est pas toujours. Comme ce sont les chefs de service qui recrutent souvent dans le journalisme, est-ce qu'il ne faut pas vérifier que ce soit bien les RH qui attribuent les salaires ? Je veux bien qu'ils valorisent tel ou tel profil, mais est-ce qu'ils veulent payer moins parce qu'en fait c'est une femme un peu plus timide et puis qui voit bien qu'elle ne demande pas grand-chose, donc on ne va pas lui mettre le même salaire que son collègue. Je suis désolée, mais ça arrive aussi. Et l'autre chose, c'est les postes de grands reporters, qui au départ étaient des titres qui correspondaient à une profession particulière, donc le grand reportage, et qui aujourd'hui sont aussi donnés parce que ce sont des postes de prestige, des manières de récompenser l'honnêteté par des moyens, l'ancienneté par des moyens détournés. Et bon, il se trouve qu'il y a très peu de femmes grands reporters. J'ai plus les chiffres, je devrais, mais j'ai oublié. Et je pense que ça aussi, il faut faire attention à ces promotions-là. Voilà. Et du coup, je pense que c'est ça qu'on peut apporter au syndicat. Merci. Est-ce que ces préconisations-là, on peut les retrouver sur votre site On peut les retrouver dans le manuel, mais elles ne sont pas écrites comme ça. Elles sont un peu disséminées. Mais je crois que ça y est, tout le temps. Merci. Je sais que Prenons la Une s'est aussi occupé de très près du cyberharcèlement. Alors j'aimerais bien qu'on aborde cette question. Je ne sais pas laquelle de vous trois. C'est moi qui ai été cyberharcelée. Oui, en effet, le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux au sein de Prenons la Une parce que donc, on a été plusieurs femmes journalistes au sein de Prenons la Une à en faire les frais. Donc ça peut prendre plein de formes différentes et différents échelons. Ça peut être de simples commentaires injurieux sous des articles et ça peut aller jusqu'à des raids très organisés qui comportent des menaces de mort et des menaces de viol par centaines et chaque jour.
Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a essayé de prendre à bras-le-corps. On a fait 2 actions spécifiques là-dessus. On a fait d'abord une tribune qu'on a publiée dans Le Monde en mai dernier, qui s'appelait « Cyberharcèlement, la presse doit mieux protéger les femmes journalistes ». Donc c'était un petit peu une tribune d'entre-soi parce qu'on s'adressait vraiment à nos chefs en fait. On s'adressait aux rédacteurs en chef, aux rédactrices en chef et aux responsables RH pour leur faire prendre conscience du souci quand même. Et notre principale revendication sur ce sujet, c'était que le cyberharcèlement, quand il est produit dans le cadre de notre métier, soit traité comme un vrai accident du travail. Ce qui voudrait dire qu'on puisse mettre en place des protocoles, des bons réflexes, des bonnes pratiques tout de suite pour protéger la victime de ces agissements-là. Et donc ça peut passer par la mise à disposition d'un avocat, de l'avocat de l'entreprise pour aider à garder des preuves, à faire intervenir un huissier et à potentiellement aller en justice. Ça peut vouloir dire mettre à disposition un collègue ou une consoeur qui fait un travail de veille sur les menaces reçues pour préserver la victime, pour pas qu'elle ait le nez dedans tout le temps, même si c'est impossible d'en échapper véritablement. Et puis c'est un travail de formation des chefs, du management et des RH à ces problématiques-là. Et également, ce qu'on souhaiterait, c'est une formation des journalistes, des rédacteurs et rédactrices aux enjeux de cybersécurité. C'est pas très compliqué de savoir bien protéger ses données personnelles, ses mots de passe. Le problème, c'est quand tout va bien, on s'en occupe pas. Et puis quand on a un problème, il est trop tard et nos photos sont déjà partout sur les forums. Voilà. Et dans le cas de Nadia Dam, par exemple, avec la tête d'un condamné à mort dessus, par exemple, des montages affreux. Voilà. Et la deuxième action qu'on a mise en place, c'était la masterclass avec Nadia Dam, justement, qui a été harcelée de manière très très grave et très violente, d'ailleurs c'est pas vraiment terminé, après une chronique sur Europe 1. La masterclass, elle s'était bien déroulée, mais c'était un petit peu un moment tendu parce qu'elle était encore sous le coup de menaces très, très graves. Elle avait été suivie dans la rue, elle avait une force policière avec elle, et donc on n'avait pas voulu donner son identité avant de l'inviter. Mais bon, ça a été très intéressant parce qu'elle a vraiment donné son expérience. C'était à quelques jours du procès de quelques-uns des harceleurs, qui ont été condamnés d'ailleurs. Et elle, son conseil principal, c'était de médiatiser ce qui lui était arrivé pour faire prendre conscience des choses. Et d'ailleurs, ça fonctionne un peu parce que là, le sujet, quand même, nous, notre revendication du cyberharcèlement comme accident de travail est arrivé jusqu'au Sénat. Donc c'est la sénatrice PS Laurence Rossignol qui a essayé qui a fait une demande de rapport au gouvernement pour pouvoir faire entrer la mesure dans le projet de loi du financement de la sécurité sociale. Voilà. Et bon, c'est pas passé. Mais bon, on désespère pas. Et d'ailleurs, c'est un point sur lequel on pourrait créer des ponts avec vous parce que je sais pas si vous connaissez mieux le code du travail que nous, peut-être, mais voilà, d'essayer de réfléchir à comment on peut faire entrer la gestion de ces faits-là dans le code du travail. Je pense qu'effectivement, ça pourrait très concrètement améliorer les conditions de travail de beaucoup d'entre nous. Voilà. Parce que c'est très... Est-ce que tu as des chiffres sur le cyberharcèlement? On n'a pas de chiffres parce que justement les études sur le sujet sont quand même très très rares. Elles commencent parce que là on en a parlé ces derniers mois, mais je pense qu'il y a le HCE quand même qui avait fait une étude, mais en proportion. Il y en a une qui... Sylvia, tu dois... Voilà. Oui, des journalistes. Ça a été relayé d'ailleurs sur la SMJ qui est en train de faire une étude là-dessus, une enquête qui demande d'ailleurs un recueil de témoignages jusqu'au 18 novembre. Donc c'est en cours. C'est en cours. Non, mais il y a déjà des chiffres parce que les chiffres de l'année dernière c'était 43%, quelque chose comme ça. Alors, pardon, oui, je vais lire ton mail, hein, C'était 40... Ok. En 2017, je lis le mail que Sylvia m'a envoyé, je n'ai aucun mérite. C'était en 2017, une femme journaliste sur 2 a été victime de harcèlement en ligne, 43%. Voilà. Et nous, clairement, on s'en est rendu compte quand on a commencé à en discuter au sein de Prenons la Une. On avait quasiment toutes eu des épisodes plus ou moins forts de cyberharcèlement.
voyez pas que les hommes aussi? Si. Alors, si. Les journalistes hommes aussi, hein, les cyberharceleurs. Alors, il y a effectivement, là, on peut penser à Samuel Laurent, là, tout de suite, qui est au Monde et qui en bave néanmoins le chapeau tous les jours. Donc, évidemment qu'il y a des hommes victimes de cyberharcèlement aussi. C'est évidemment pas notre propos de les exclure de ce problème-là. Néanmoins, il existe une spécificité sexiste au cyberharcèlement qui est à direction des femmes. J'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais il faut le rappeler quand même. On va pas traiter Samuel Laurent de pute, par exemple. Mais moi, oui, voilà, parce que je suis une femme. Et les menaces de viol, elles me sont dirigées aussi, moi spécifiquement. Et donc, c'est pas le même impact mentalement, et même physiquement, c'est pas le même impact sur les personnes. Ça n'enlève rien à la gravité, évidemment, du harcèlement qui vise les hommes également. Mais nous, on essaie de se battre pour les femmes, voilà. Et on a encore un petit peu de temps, on va aborder la question grave des violences sexuelles et peut-être tu peux nous dire un petit peu. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Comment ? J'ai imprimé ça. Ah, super. Je vais essayer d'aller un peu plus vite que tout ce que j'avais prévu parce que ce serait bien qu'on puisse discuter quand même avec vous. Vous avez beaucoup de choses à nous dire, à nous apprendre, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on a fait s'agissant des violences sexuelles ? Alors, on a publié en 2014 une tribune dans Libération qui s'appelait « Le crime passionnel n'existe pas » parce qu'on milite pour l'emploi des bonnes expressions et des bons termes et contre des expressions qui nous semblent minimiser les faits, insinuer des choses comme par exemple drame familial. Eh bien non, quand une femme est tuée, ce n'est pas du théâtre. On a aussi publié une tribune en 2016 qui était pour réagir à l'affaire Beaupin et qui s'appelait le Beaupin Gate n'est pas une affaire de bonne femme. Tu me rappelles un petit peu ce que c'est. L'affaire Beaupin, donc Beaupin... l'histoire de l'affaire de bonne femme, d'où ça vient, pourquoi vous avez dit que c'était pas une affaire de bonne femme? Oui, parce qu'au moment de l'affaire de Denis Beaupin, donc député écolo, ancien adjoint à la mairie de Paris, il y a eu très vite, un peu comme au moment de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, des réactions qui disaient ceci est une affaire de bonne femme. En fait, ceci n'est pas une vraie affaire grave, ceci finalement est de l'ordre du privé, ceci, c'est des arguments qui reviennent souvent d'essayer de rejeter en fait les affaires de violence sexuelle comme des affaires finalement privées, intimes, qui ne seraient pas des affaires aussi nobles que les autres. Voilà. Et donc on appelait à révéler ces affaires même s'il n'y avait pas eu plainte, parce qu'il y a un grave problème, c'est que les femmes victimes de violences sexuelles souvent ont beaucoup de mal à porter plainte, parce que c'est très 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 difficile d'avoir des années de procédure où on est sali, et donc il y a tout un système qui fait que aussi aller au commissariat et s'entendre dire mais comment étiez-vous habillée ce jour-là madame, etc. Enfin il y a beaucoup d'obstacles au fait de porter plainte. Et donc voilà, on appelait la presse à s'emparer de ces affaires et à faire du boulot d'investigation même sans plainte. On déplorait donc des amalgames entre harcèlement sexuel et libertinage, donc ça revient un peu sur ce que je disais. Voilà, et on a donc surtout aussi fait donc plus tard sur ce sujet-là une table ronde et des outils sur le traitement médiatique des violences faites aux femmes. Alors je vous les montre, on pourra vous les distribuer, je peux d'ailleurs peut-être les faire passer tout de suite. Hein, bien. Donc en fait, c'est des outils à l'usage des journalistes qui se présentent... Comment ? Qui se présentent comme une sorte de fiche avec 11 points, un peu comme des conseils. C'est assez court, c'est assez simple. Et si on a déjà ça en tête, on a déjà l'essentiel, enfin une bonne base pour bien traiter des violences sexuelles en tant que journaliste.
Donc par exemple, bannir les termes crime passionnel ou drame familial, j'en ai parlé. Préférer les termes juridiques consacrés quand un procès est en cours. Par exemple, parler de plaignante ou de partie civile. Éviter le terme victime présumée qui donne l'impression que la victime est peut-être pas vraiment une victime. Donc préférer le terme de victime déclarée. Et d'ailleurs, nous, on le constate depuis qu'on a mis en place ces outils. Cette expression est de plus en plus utilisée. Donc on est très contente de l'impact que ça a eu. Éviter, elle a avoué son viol, hein, parce que ce n'est pas elle qui a commis le crime. Donc voilà, bien connaître les différences entre harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol. Trop souvent, on voit des titres agression sexuelle alors qu'il s'agit d'un viol. Les journalistes ne connaissent pas bien ces termes, ne savent pas bien ce qu'il y a derrière ces termes. Éviter les précisions sur le vêtement, le physique, les habitudes de vie et de la victime. On s'en fiche qu'elle était en jupe le jour où elle a été violée. Voilà. Ne pas donner des conseils, parce que ça arrive aussi dans les articles tels que ne pas sortir le soir, faites preuve de discrétion, mesdames, voilà. Protéger l'identité de la victime. On voit que ce qui s'est passé au moment de l'affaire Nicolas Hulot a contribué ensuite malheureusement à faire reculer ces affaires-là dans la presse, parce qu'il y a eu des victimes dont l'identité a été révélée. Toujours donner le contexte. Nous, on insiste sur le fait que les violences sexuelles ne sont pas des faits divers. C'est un phénomène de société systémique. Ce n'est pas un fait isolé. Et ça, on insiste vraiment là-dessus. Et donc, donner le contexte et dire il y a chaque année plus de 200 000 femmes qui sont victimes de violences de la part de leur ancien ou de leur actuel conjoint. Ça, c'est très important. Donc, il y a le contexte donc, sociétal et le contexte individuel, bien sûr, parce que s'il y a un viol ou des violences qui interviennent après toute une série de violences conjugales, c'est pas la même chose, évidemment. Pareil, ça s'inscrit dans une histoire aussi. Et c'est important de restituer cette histoire. Et autre chose, on conseille aussi, et c'est très pratiqué aux États-Unis dans certaines rédactions, de donner le numéro national de référence pour l'écoute des femmes victimes de violences, qui est le 3919. Oui. Il y a des gens qui veulent intervenir peut-être, non ? Non. Voilà, donc on a une bonne dizaine de rédactions qui se sont engagées à l'appliquer, dont France Info, France Inter, Mediapart, Libération, TV5 Monde. Mais l'idée, c'est vraiment que, enfin voilà, vous pouvez tous individuellement vous saisir de ça. Et quand vous faites un article qui traite de violences contre les femmes, vous jetez un coup d'œil dessus pour vous rafraîchir la mémoire. Il est sur votre site, bien sûr. Oui, il est sur le Tumblr de Prenons la Une, il est sur nos réseaux sociaux, il est, si vous tapez outils à l'usage des journalistes Prenons la Une sur Google, vous tombez dessus, donc oui, il est disponible. Voilà. On va peut-être terminer par une question sur MeToo. Est-ce que vous avez constaté des effets positifs de MeToo ? Je crois que ça a changé pas mal de choses quand même. J'aimerais bien votre avis sur la question. Oui, si vous voulez, je donne le micro à Anaïs. Oui, on n'est pas complètement pessimiste. Il y a plutôt des bonnes nouvelles en fait de ces derniers mois quand même. Il y a des recrutements spécifiques qui ont été faits, ou en tout cas des mises en place dans certaines rédactions d'équipes dédiées au scandale sexuel. Donc on pense à Mediapart qui fait un travail formidable évidemment là-dessus. Et puis au Monde, il y a une task force qui a été créée d'une quinzaine de journalistes qui travaillent ponctuellement sur le sujet. L'idée, c'est qu'au Monde, ils se sont dit MeToo, c'est un tel fait sociétal qu'on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas juste le traiter comme ça en 2 jours et passer à autre chose. Et voilà, on va y revenir, creuser, suivre les dossiers. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et puis, on trouve aussi qu'il y a vraiment plein de verticales qui se sont créées, notamment sur le web, des verticales dédiées aux droits des femmes et au sujet des discriminations. On pense à la verticale RTL Girls par exemple sur le site de RTL qui est géré par l'excellente Ariel Bont et qui fait un très bon travail et qui sur un site d'actu généraliste
qui met vraiment en lumière des sujets assez pointus et très importants. Et puis France 24 également a lancé Actuel, E2LES, pour parler de l'actu internationale des droits des femmes. Et voilà, dans plein de rédactions mainstream, on peut dire, c'est le cas. Moi, je pense à LCI où je travaille. Sur le web, on s'est vraiment regroupé pour se demander comment on allait traiter ce sujet-là et les sujets de discrimination en général. Et je pense que ça n'aurait pas pu avoir lieu il y a 1 an, par exemple. Voilà. Et si on fait un petit bilan rapidement aussi de toutes les affaires qui ont été révélées de harcèlement sexuel, agression sexuelle, viol, etc., on voit que quand même ça a été une année importante. Donc Le Monde a travaillé sur Tariq Ramadan, Gérald Darmanin, Pierre Jox. Alors je ne rappelle pas à chaque fois qui sont ces personnes, hein, on est un peu quand même entre journalistes. C'est juste pour vous... Voilà, pour faire un peu masse et vous donner un peu, résumer tout ce qui a été fait. Il y a eu donc dans ce même journal plein d'enquêtes thématiques sur le sport, le monde ouvrier, les discriminations qui faisaient les avocats, le patron du groupe de coiffure d'Essange, les pompiers, l'église catholique. BuzzFeed, feu BuzzFeed qui a fermé, avait aussi fait beaucoup d'enquêtes sur le sénateur Jean-Michel Belley, le journaliste de la chaîne parlementaire Frédéric Aziza. Libération a aussi beaucoup travaillé. D'ailleurs, Laure Breton, qui est une des journalistes à Libération qui travaille pas mal sur ces sujets, a dit j'ai pu passer 3 mois quasiment à temps plein à enquêter sur l'UNEF, donc le syndicat étudiant, et ça, visiblement, ça n'était jamais arrivé avant. Il y a eu des choses sur l'école Saint-Cyr, il y a eu des choses sur le mouvement des jeunes socialistes, sur le conseiller régional Gilbert Cuzou. À Mediapart, il y a eu l'affaire Besson, il y a eu l'enquête contre le journaliste Patrice Bertin, il y a eu un article sur le député Jean Lassalle, il y a eu un article sur un responsable CGT Ville de Paris. Voilà. Donc il y a eu quand même, il y a eu quand même des choses de fait cette année, mais assez peu au final de condamnation. Donc voilà, félicitations aux journalistes. Après, la justice ne suit pas forcément toujours. J'aurais une question. Là, donc vous êtes auprès d'un syndicat de salariés. On voit qu'il y a des décisions qui relèvent des directions et des patrons, des promotions notamment, probablement très scandaleuses d'ailleurs dans ce que vous expliquez. Est-ce que vous êtes aussi en contact avec des fédérations ou des représentations patronales qui doivent être aussi sensibilisées à vos questions? Parce que nous, quand on présente vos revendications, qui sont nos revendications, d'amélioration notamment par exemple des bas salaires, qui concernent souvent effectivement des femmes, pas uniquement, mais souvent, parce que les bas salaires, ce sont souvent les femmes. Quand on présente ces revendications, on est reçu à peu près comme toujours quand on demande plus d'argent, c'est-à-dire très mal par les patrons. Mais il y a quand même ce volet effectivement qui peut être mis en avant, mais est-ce que vous avez des contacts avec ces fédérations qui doivent être sensibilisées aussi? Parce que nous, on peut demander... Alors, non, aujourd'hui, on n'a pas de contact avec des fédérations de patrons. Ce qu'on avait fait à un moment, c'est qu'on avait sondé, on avait des petites vidéos sur YouTube, on a sondé des directeurs de rédaction, des rédacteurs en chef. On a vu Libération, on a vu Le Monde, on a vu Mediapart, enfin, on a vu des rédactions intéressantes. Plutôt de la presse écrite, on a vu TV5 Monde et France Télévisions aussi. On leur avait demandé voilà, ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils pensaient de nos revendications. Évidemment, dans un truc qui était des vidéos pour YouTube, ils ont mis en avant ce qu'ils faisaient de bien, et puis voilà, ils n'ont pas trop surfé sur ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, enfin là, en ce moment, le gouvernement est en train de préparer une loi qui se veut un coup près contre les inégalités salariales. Donc je pense, et je suis désolée, mais je pense qu'il faut décorréler deux choses. Les bas salaires d'un côté, où de toute manière, les rédacteurs en chef vont toujours dire l'argument du coût, hein, on est dans une économie en crise, on n'a pas d'argent, nanana, et le fait qu'il y a une discrimination qui est réalisée sur une partie de la population. Et je pense qu'en ce moment, il faut peut-être pas l'attaquer sur la phase des bas salaires, mais l'attaquer sur le fait que là, en ce moment, Muriel Pénicaud va présenter la mesure détaillée le 22, les choses vont changer, et les entreprises qui ne le respecteront pas dans 3 ans paieront cette fois-ci des amendes, toutes. Donc peut-être... Oui, c'est 2 négociations différentes, effectivement. Peut-être qu'en ce moment, la stratégie, c'est plutôt de le différencier. Si vous voulez qu'on rencontre vos patrons, nous, on veut bien, on est prête. Mais
à un moment ou à un autre, c'est tout. On a besoin. C'est vrai qu'on les convoque. Par exemple, notre dernière conférence, c'était sur quoi déjà sur le cyberharcèlement. Comme on s'adressait en grosse partie aux directeurs de rédaction, aux chefs des RH, en fait, on les a convoqués et ce qu'on a fait, c'est qu'entre nous, on s'est échangé tous les mails de rédacteurs en chef qu'on connaissait. Parfois, c'était juste le nôtre, parfois, c'était quelqu'un avec qui on avait des rapports amicaux et on les a tous contactés et en fait, ils ne sont pas venus. Donc, on veut bien leur parler, mais il faut qu'ils viennent. Moi j'ai une question à poser comme ça, il faut décorréler, etc. Est-ce que tu disais tout à l'heure sur le fait aussi de demander le respect de la parité salariale en dehors des négociations salariales? Quand il y a une ouverture de NAO et que la direction elle-même met dans sa NAO l'axe égalité homme-femme. Il ne devrait pas être dedans, il devrait être à part, il ne devrait pas être dans la négociation annuelle obligatoire. C'est deux choses différentes et je pense que, et c'est pour ça que je dis que parfois on ne sait pas où on hésite et on n'a pas les armes en main. Et du coup, j'imagine que si la direction vous dit ça, on vous le répète, au bout d'un moment vous dites bon d'accord, au moins ce sera traité, mais non, ce sont deux enveloppes différentes légalement. Délégués syndicaux répondre à cette feuille de route de NAO qu'ils reçoivent comme ça? Je pense qu'il faut répondre. Les négociations annuelles obligatoires sont une chose, la négociation pour l'égalité est une autre. Ça doit être dans deux négociations différentes et ça doit concerner deux enveloppes de rattrapage, enfin deux enveloppes salariales différentes. Et je pense qu'il faut vraiment leur dire ça à cette direction. Il ne faut pas imputer au salaire de l'ensemble de la rédaction cette discrimination homme-femme qui de toute manière doit être rattrapée. De toute façon, ce sont deux négociations obligatoires différentes. Les deux sont obligatoires. Donc, elles doivent bien avoir une existence propre. Elles ne peuvent pas être l'une incluse dans l'autre. Et ce que je disais, c'est que je pense que pendant des années, ce sujet-là a été mis de côté. Là, si réellement le gouvernement va jusqu'au bout, alors voilà, je ne suis pas légitimiste, j'attends de voir quand même, mais si le gouvernement va jusqu'au bout de ce truc-là, je pense que les entreprises vont être obligées, parce que sinon c'est des amendes qui peuvent être importantes. Là, c'est des amendes en pourcentage du PIB, on n'est même plus en pourcentage de la masse salariale, on est en pourcentage du... pas du PIB, du chiffre d'affaires. On a combien de temps encore? On a 35 minutes. Mais je ne sais pas, je ne veux pas être le seul, vous avez sans doute des choses à dire. Mais juste, et sans faire de parallèle au-delà de ça, il y a déjà ce genre de dispositif avec couperet et amende, en fait sous forme de cotisation, pour le monde des personnes en situation de handicap, depuis très longtemps. Malheureusement, ce dont on se rend compte, c'est que ça stagne et que beaucoup d'entreprises préfèrent payer les amendes plutôt que de promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap. Et dans ce cas-là, il faut peut-être les dénoncer à des confrères journalistes qui vont le dire. J'en sais rien, mais... Moralement, c'est possible légalement, puisqu'il y a une forme de cotisation obligatoire auprès de la GFIP, un organisme justement qui vient en aide aux personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent accéder au monde du travail. Donc il y a une amende en quelque sorte, c'est pas une amende au sens propre, c'est une cotisation, mais elles préfèrent ça. Alors c'est légalement possible, alors méfiez-vous également de ce genre de choses. C'est-à-dire que moralement, c'est totalement condamnable, mais légalement, c'est tout à fait possible. Oui, et non, mais c'est comme les stratégies de contournement des quotas dans les partis, c'est un peu la même technique. Alors je pense que, clairement, je pense que ça va quand même coûter plus cher les femmes, parce que on est quasiment 52% de la population, et dans la profession de journaliste, on est probablement 51 ou 52% maintenant. Donc je pense que, clairement, ça va avoir un impact le plus important sur les bourses. Mais après, oui, je suis d'accord. Dans ce cas-là, si vraiment dans votre entreprise, ils ont accepté ce truc-là, l'idée, c'est peut-être de passer l'info à un confrère journaliste média qui va le dire ou qui va l'épingler. Et puis de militer pour une augmentation des amendes, parce que le système de la parité en politique, au début, c'est pareil, ça s'appliquait mal parce que les amendes étaient un peu kiki. Mais petit à petit, les amendes ont augmenté. On voit bien maintenant quand même que ça leur coûte tellement cher qu'un parti comme La République En Marche qui venait de se créer, qui ne pouvait pas se permettre d'avoir des grosses amendes, ils ont bien été obligés de mettre des femmes dans les circos gagnables en fait. Donc au bout d'un moment, si les amendes sont quand même très très fortes, c'est quand même un peu dissuasif. Donc peut-être qu'il faut militer pour une augmentation des amendes pour les personnes handicapées, et peut-être que si pour les femmes, les sanctions sur l'égalité professionnelle ne marchent pas, il faudra taper du poing pour que les sanctions soient plus fortes.
On va passer aux questions. Il nous reste 30 minutes. On va libérer la salle à 21h. Donc, quand ce micro marche assez mal, je vais faire le. Voilà, je vais porter le micro à qui veut poser une question. Oui, mais j'ai pas besoin du micro. Alors, ça va. Non, vous disiez tout à l'heure que l'affaire Nicolas Hulot avait contribué à faire baisser le nombre d'affaires révélées dans la presse. Moi, je voudrais savoir à partir de quoi on peut le dire. Non, ouais, effectivement. Alors. C'est mon petit bleu. C'est un sentiment, en tout cas, que les journalistes qui sont un peu spécialisés dans ces questions-là ont eu. C'est à partir de témoignages que je dis ça. Évidemment, c'est pas chiffré, il n'y a pas eu d'enquête pour savoir, voilà, à partir de là, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai lu dans plusieurs papiers, plusieurs articles. Et si vous vous entretenez avec des personnes à Libération, à Mediapart, et dans les endroits où on a beaucoup enquêté là-dessus, c'est quand même un sentiment partagé. Donc je pense que malheureusement, le fait que cette affaire ait été un peu traitée de manière un petit peu malheureuse par Hebdo a eu un impact sur l'ensemble de la profession. Voilà. Bonsoir, moi je voudrais revenir sur ce qui se passe quand on est journaliste dans une rédaction et qu'on a malheureusement, on rencontre quelqu'un et que ça se passe pas bien du tout, surtout si c'est son supérieur hiérarchique. Donc c'était mon cas. Donc moi j'ai fait une dénonciation des faits et j'ai tout perdu. Donc on a parlé de différentes personnes à qui c'était arrivé et c'est pas toujours facile de porter plainte. Parce qu'en plus, on sait que quand on porte plainte, généralement, ça ne va pas forcément donner quelque chose. Donc moi, je suis passée par la voie des prud'hommes avec une avocate. On a fait une dénonciation des faits très circonstanciée. Ça a été très mal perçu dans mon entreprise, mais évidemment par tout le monde, j'ai été très isolée. Les prud'hommes m'ont donné raison. J'ai plus de 50 ans et je voudrais vous alerter sur quelque chose. C'est qu'à la suite d'un très très grand, évidemment une grande période d'arrêt maladie, j'ai demandé la résiliation judiciaire de mon contrat au tort de mon employeur pour d'abord une discrimination salariale, une rétrogradation abusive, harcèlement moral et harcèlement sexuel. Ils ont perdu sur les 4 chefs. Ils ont été condamnés sur les 4 chefs. Mais le tribunal des prud'hommes a dit, comme j'avais 24 ans d'ancienneté, qu'il se prononçait sur les 15 premières années et de 15 à 24 ans, qu'il fallait que je passe devant la commission arbitrale. Mon employeur a contesté d'abord la légitimité de la commission arbitrale, et aujourd'hui, en fait, il demande une annulation pure et simple de l'indemnité que je vais toucher. Je risque d'avoir 0 € de 15 à 24 ans d'ancienneté. Je pense que c'est important que vous soyez alertés là-dessus. Pour toutes les femmes qui, comme moi, ont quasiment 25 ans d'ancienneté et qui dénoncent les faits, il faut vous alerter vos avocats et les personnes qui dénoncent les faits quand elles ont une grande ancienneté dans l'entreprise. La résiliation judiciaire, au tort de l'employeur, c'est très risqué. Moi, je l'ai repassé devant la Cour d'appel de Paris en 2019. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et il se peut forcément que j'ai un gros risque à la clé. Voilà. Je voulais juste vous parler de ça. Bien sûr, merci. Merci vraiment beaucoup. Est-ce que vous avez lu un syndicat? Alors, on touche une question très délicate, mais au moment où ça m'est arrivé, dans l'entreprise, je n'ai pas pu être soutenue par aucun syndicat. Le CHSCT s'est complètement défilé en disant que comme il y avait une procédure en cours, il ne ferait rien pour moi. Et en fait, moi, je n'ai pu avoir le soutien du SNJ que quand je suis arrivée, au moment où la commission arbitrale était saisie. Et jusque-là, j'ai fait tout le parcours toute seule. Ouais,
N'hésitez pas, si vous avez une difficulté au sein de votre entreprise, qu'il n'y a pas de représentation du SNJ, n'hésitez pas, notre siège est 33 rue du Louvre. Vous pouvez téléphoner, il y a des permanences juridiques, des permanences actions syndicales. Nous sommes là pour ça. Et dans ce cas-là, la commission arbitrale, bien sûr, il y a des choses à faire avant, mais c'est assez ahurissant. La commission arbitrale, c'est une obligation. C'est une disposition judiciaire. La Cour d'appel, évidemment, peut toujours remettre en cause, mais puisqu'on vous a donné raison sur les 15 premières années, les 9 années qui suivent, normalement, ne doivent pas être exclues. Mais je ne suis pas spécialiste particulièrement de la commission arbitrale, donc de toute façon, il y a quelque chose à faire là. Et le SNJ, bien évidemment, porte des dossiers devant la commission arbitrale, c'est une de nos activités. Je voulais dire merci beaucoup de nous avoir signalé ce cas-là. Je pense que l'un des défauts qu'on a à Prenons la Une aujourd'hui, c'est qu'on a une moyenne d'âge qui est trop jeune. C'est que notre moyenne d'âge, elle est située entre, allez, on va dire, les gens entre 25 et 44 ans, je crois. C'est plutôt 25. Voilà, mais volontiers. Venez. Et du coup, je pense que quand il y a des femmes qui ont un petit peu plus d'expérience qui débarquent, elles se disent ah ben non, c'est pas forcément pour moi. En fait, si, on aimerait bien que ce soit pour vous aussi. Ça, c'est intéressant parce que pour le coup, nous, on a plutôt les témoignages qu'on a eus de ce genre, du genre que ce que vous décrivez, sont plutôt des témoignages de plus jeunes femmes. Alors, ça change quoi? Ça change que ce problème-là, elles n'ont pas sur l'ancienneté. Ça change aussi que du coup, on peut leur faire des recommandations qui sont différentes. Par exemple, l'une des recommandations que moi je fais sur des plus jeunes femmes et qui donc ont moins d'ancienneté, ont moins douillé pendant des années, c'est aussi parfois de faire une procédure en interne d'abord pour démarrer, d'aller voir les syndicats, d'aller voir le CHSCT, d'aller voir la direction de l'entreprise, quelqu'un qui est assez, voilà, avec qui on s'entend bien. Voilà, dans l'association, on a un exemple là qui s'est arrivé, qui a fait une démarche comme ça en prenant à la fois des représentants syndicaux, à la fois des personnes de la direction qu'elle pensait bienveillantes et à la fois un ou deux collègues et en faisant cette démarche-là. Et parfois, ça peut permettre de régler le problème en interne, mais c'est sûr que c'est pas une solution pour des procédures qui durent, enfin pour des situations qui durent des années. Et ça ne doit pas être exclusif non plus, ça ne doit pas exclure le statut de victime. Parce que quand on est victime, il faut pouvoir aussi être reconnu comme victime. Et si la procédure interne suffit, tant mieux, mais il ne faut pas oublier qu'on doit rester et s'affirmer comme victime. Ça, oui, mais pour certaines femmes aujourd'hui, c'est très dur de faire ces procédures juridiques. Je ne sais pas combien de temps vous avez hésité avant de vous lancer, mais moi j'ai l'impression que c'est parfois très dur de se lancer aussi, et c'est pour ça que d'autres méthodes existent. Je peux vous répondre. La rétrogradation abusive, elle a eu lieu en 2010. Et en fait, j'ai commencé vraiment à initier la dénonciation des faits en octobre 2014. D'accord? Parce que là, je venais de recevoir des photos porno de la part de mon chef. Donc là, c'était vraiment trop. Mais en fait, la première chose, c'était la rétrogradation abusive de mon poste de manager. Et après ben, tout est possible, quoi. Le champ du possible est ouvert. Difficile d'enchaîner, mais ça touche un peu, ma question touche un peu à cette problématique qu'on a abordée là, la question de l'âge et plus généralement au sein de Prenons la Une, la question des problématiques d'intersectionnalité en général en fait, puisque un groupe de femmes n'est jamais parfaitement homogène et ça peut être le fruit de l'oppression de genre, mais aussi de couleur de peau ou de choses comme ça en fait. Et donc je voudrais savoir ce que vous faites. Est-ce que vous avez des actions particulières et vous-même au sein du groupe, est-ce que vous militez pour essayer d'avoir un groupe le plus divers possible et représentatif de ce point de vue-là? Je pense que oui, quand on crée un groupe, quand on monte une association, au départ il y a des gens et on ne réfléchit pas forcément à qui sont ces gens, et ces gens sont souvent des personnes blanches de catégorie plutôt aisée. Bon, chez les journalistes, on a des gens qui ont fait plein d'études et qui sont censés être aisés et qui sont très précaires, donc ça change un peu. Mais voilà, et donc je pense que quand on a créé Prenons la Une, pour le coup, au tout début, on avait une grande diversité d'âge, mais effectivement, on n'avait pas de diversité de représentation de minorités, rien. Et c'est une question qu'on s'est posée ces derniers temps, et notamment parce que je pense que c'est aussi une question qui monte dans le débat public, et qu'on se rendait compte
compte qu'on était complètement à la masse et qu'il faut qu'on change ça. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans une problématique où on essaye à chaque fois qu'on repère des jeunes femmes issues de la diversité qui sont sensibles et qui sont intéressées par nos questions, à vraiment essayer de les convaincre de venir nous rejoindre. Et alors, je veux pas spoiler en avance, mais si je vais le faire, désolée. Voilà, en avril prochain, on aimerait bien organiser des assises des femmes journalistes et inviter toutes les femmes journalistes qui ne sont pas de Prenons la Une, qui n'ont pas forcément nos convictions, qu'elles soient de droite, de gauche, quel que soit leur âge, leur couleur, à venir nous rejoindre et débattre de ces questions-là. Et on fera 1 ou 2 tables rondes sur les questions de mixité, de diversité et finalement de réflexes racistes qui continuent à perdurer dans les rédactions et dans les stéréotypes dans les articles. Et puis le mot intersectionnel. Mais juste préciser que effectivement notre association, même si on essaye vraiment d'être inclusif et tout, c'est à l'image du journalisme français aujourd'hui, hein, ça se voit dans la salle, hein. On est entre blancs tout le temps et c'est un vrai problème et ça naît dès les écoles de journalisme. Voilà, donc effectivement on essaie de changer ça, mais c'est quelque chose qui est l'ordre d'un système problématique. Voilà. Mais nous sommes, moi je vais le dire, nous sommes une association intersectionnelle. On a voté récemment dans nos statuts le fait que nous sommes une association intersectionnelle. On l'a rajouté dans les statuts et du coup je me permets de préciser le terme intersectionnel qui est souvent mal compris par les gens. En fait, l'idée c'est de se dire à chaque fois qu'on va construire une action, à chaque fois qu'on va écrire une tribune, on intégrera et on essaiera de toujours penser à représenter toutes les femmes issues de tous les milieux, issues de tous les univers, etc. Je le reprécise parce que je sais que dans le féminisme français et notamment chez les femmes journalistes, il y a plein de débats sur universaliste ou pas universaliste, afroféministe ou pas. Sur ces questions-là, Prenons la Une n'ira pas prendre la parole pour dire on est pour ou contre le voile, on n'ira pas prendre la parole sur ces choses-là. Par contre, on a envie vraiment que dans toutes nos actions, on représente toutes les femmes et donc on arrive à aussi leur dire venez chez nous, on a fait peut-être des oublis par le passé, mais on a envie de les corriger. Est-ce qu'il y a des hommes ? Non, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'hommes dans Prenons la Une. Ce n'est pas qu'officiellement nous n'aimons pas les hommes ou que nous disons aux hommes ne venez pas. C'est que pour l'instant, Prenons la Une a plutôt a aussi un rôle qui est de partager ses sentiments, de partager son expérience et qu'on se rend compte que pour les prises de parole de ce genre-là, les femmes sont bien en tant que femmes. Par ailleurs, on n'a jamais eu de demande d'hommes, hein, donc on n'a pas eu à refuser. Cependant, ce qu'on dit à chaque fois, c'est que les hommes sont invités à nos événements, aux tables rondes, à tous les trucs qu'on fait en public, on n'est pas en petit comité, ils sont bien entendu invités, bienvenus. Voilà. Est-ce que vous avez la force sur les recommandations que vous avez citées tout à l'heure? Vous n'avez pas parlé du salaire du journaliste rémunéré à la pige. Il me semble quand même important. Ça, est-ce que c'est prévu ou pas? Ça fait qu'une page non, 2 pages dans le petit manuel, c'est à la fin, mais ça y est, parce qu'en fait il y a beaucoup de membres de Prenons la Une qui sont pigistes et donc beaucoup qui vivent ça. Le premier conseil qu'on donne, c'est d'apprendre à négocier, apprendre que même si plein de rédactions vous disent le tarif c'est ça et puis c'est tout, ben en fait c'est pas toujours ça, que votre collègue masculin qui va insister beaucoup parce qu'il a pas mal travaillé sur une enquête, il arrivera à avoir une rallonge et qu'il faut le faire. Et oui, selon les chiffres de la CCIJP, les femmes pigistes sont moins bien rémunérées que les hommes pigistes, peut-être parce qu'elles travaillent pour des titres qui sont moins rémunérateurs, peut-être pour cette idée qui est aussi un stéréotype, mais qui est que parfois elles sont peut-être plus perfectionnistes sur le rendu du papier, la mise en page, et finalement tout ça, ça prend du temps, qui ne sera pas forcément rémunéré, et qu'un collègue ne fera pas de la même manière. Voilà, les rédactions pour lesquelles elles bossent, la manière dont elles bossent, le fait qu'on travaille, que souvent quand on travaille en freelance, on travaille à la maison, qu'il y a peut-être des enfants, qu'il y a peut-être un conjoint qui est là un peu dans le tableau, que tout ça, ça freine un peu la capacité à travailler. Mais oui, il y a une différence de salaire là-dessus, il faut y travailler et ça passe notamment par la négo, je pense.
Mais j'aimerais mettre ça dans les recommandations pour l'accord, parce que quand même les journalistes font partie aussi. Pour l'accord, ça y est aussi. L'accord dont vous parlez. Ouais, oui, c'est dans le livre. Pour les accords, ça y est aussi. Vous les mettez séparément. Alors, non, en fait, ce que je mets séparément, c'est les outils individuels, c'est les conseils. En fait, pour les pigistes, la demande qui nous a été faite, c'était pas de dire comment on fait pour négocier dans les accords, mais oui, c'est très important. Il faut qu'il y ait quand même une partie dans les accords sur les pigistes, ne pas oublier les spécificités de notre profession. Mais ce qui nous avait été demandé surtout par les pigistes autour de nous, c'était des conseils pratiques, comment moi, pigiste, je peux améliorer ma vie et ma rémunération. Il y a un gros travail des délégués syndicaux qui peut être fait là-dessus. Moi, je suis déléguée syndicale à l'Obs. J'ai négocié âprement un tableau, par exemple, d'embauche des CDD dont je vérifie régulièrement l'application en prenant le registre du personnel et en allant voir les CDD qui sont recrutés pour des remplacements, etc., pour vérifier que hommes et femmes ont bien le même tarif tel qu'il a été proposé. La même chose pour les pigistes. Alors on peut me raconter des cracks, hein, ça c'est sûr aussi. Mais j'ai dénoncé il n'y a pas longtemps une pige qui était faite par un homme sur le luxe, qui était soi-disant très spécialiste des par-dessus, on va dire. Enfin, c'était pas l'objet, mais bon. Et pour signifier que la pige n'était pas du même ordre que la pige de quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, il y a les collectifs, enfin moi je voudrais bien parler du collectif de l'Obs 2 secondes après, mais il y a quand même au centre des négos, enfin pas au centre, au face-à-face des négos, il y a quand même les délégués syndicaux qui ont une place majeure, quoi. Alors, j'ai laissé la parole à mon camarade, mais moi, je vous pose une question avant de dire ce que j'ai à dire. Avez-vous des contacts avec le collectif de l'Obs ? Oui, bien sûr, il y a plusieurs membres il y a une membre du conseil d'administration et plusieurs dans Prenons la Une qui sont dans le collectif de l'Obs. Et j'ai l'impression que la négo sur le sujet avance, en tout cas c'est ce qu'on m'avait dit. Les femmes du collectif qu'on connaît ont utilisé le manuel qu'on a rédigé, et dans ce manuel on dit bien, pour ne pas oublier la place des délégués syndicaux, on dit bien que c'est bien, et c'est même un réflexe à faire, que chacun des collectifs qui se créent dans des rédactions prenne au moins un responsable et un délégué syndical, une déléguée syndicale, pour travailler avec elles, parce que vous connaissez des parts du sujet de la négociation qu'elles ne connaissent pas, ou simplement parce qu'en fait vous êtes salarié protégé et pas elles. Donc c'est bien aussi d'avoir des gens qui statutairement et par leur connaissance et leur expérience peuvent apporter au collectif et pas de faire les trucs chacun dans son coin. En fait, moi je suis ravie d'apprendre ça parce que donc un collectif s'est monté à l'Obs après avoir lu les femmes dans le Parisien, et ça a été absolument anarchique. Il y a eu des affiches d'anciennes unes de l'Obs qui dénonçaient déjà dès 1973 l'inégalité homme-femme, donc ça remonte à longtemps. Il y a eu une réunion avec la direction et la baudruche s'est dégonflée comme pas possible. Alors, j'ai pas les mêmes infos. Si on n'a pas les mêmes infos, ça m'intéresse beaucoup. Et ça m'a fait rire dans la première intervention de dire effrayé par les syndicats. Je ne vois pas en quoi on est effrayé par les syndicats. Mais parce qu'aujourd'hui, chez les personnes jeunes, il y a en fait une vision du syndicat qui a changé. Ça n'est pas moi qui dis que je suis effrayée par les syndicats. Je ne serai pas là ce soir. Vraiment, je veux dire. Mais il y a notamment chez les jeunes personnes, et je veux dire, c'est un changement global, sociétal, et assez important. Il y a une méfiance vis-à-vis des syndicats qui s'est renforcée quand même ces dernières années. Donc ça, c'est simplement le fait de l'acter, d'en avoir conscience. Ça ne veut pas dire que nous, on va profiter de ça en disant « Ah, c'est saleté de syndicats, venez chez nous parce que nous, on n'est pas un syndicat. » Non, mais ça veut dire que, j'étais juste en train de dire en introduction, que nous, on attire un public différent, et c'est pour ça que c'est vachement bien qu'on soit complémentaires. Mais je pense qu'il faut insister énormément sur la complémentarité. Et là où j'ai réagi, c'est que, en effet, plutôt cette jeune génération de journalistes peut-être
voient les choses de cette manière, puisqu'elles vous parlent plus. Mais le jour où elles ont un souci en quoi que ce soit, elles viennent voir le SNJ. Donc ce serait quand même bien aussi de se syndiquer et de ne pas utiliser le SNJ uniquement pour la permanence juridique le jour où il y a un enlèvement. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à dire, parce que d'abord, j'ai mené des négos, par exemple, pour un PSE où il y en a eu 43 qui sont partis, et je ne cessais de dire de se syndiquer aussi, par exemple. Et je pense que tout est dans tout. Donc je ne comprends pas, personnellement, le fait qu'on dise, la jeune génération agit d'une autre façon, etc. Parce que le jour où il se passe quelque chose, ils sont très très contents d'arriver rue du Louvre. On est d'accord. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est... Pardon. J'entends tout à fait votre argument, bien sûr, mais je pense que c'est une crise générale du monde syndical. Là, ça dépasse carrément notre sujet. Et je pense que ça correspond, donc, un, à ce truc, et deux, à l'idée qu'aujourd'hui, on est dans un monde serviciel et on a l'impression que le syndicat, comme plein d'autres organismes, est là pour nous rendre service. Et c'est pour ça que les gens n'adhèrent pas à un syndicat. Parce que tant que j'en ai pas besoin, Et je suis contente mais de ça ne dépend pas que nous. Parler de complémentarité, parce que je suis venue pour savoir presque, puisqu'en interne je ne sais pas ce qui se passe, parce qu'un combat seul, non épaulé par ceux qui négocient après les accords, etc., est un combat vain. Oui, et puis voilà, il va falloir aussi qu'elles se mettent à jour pour comprendre tous les affres de la négo. Elles n'ont pas votre habitude de négocier avec le patronat. Et je regrette donc, oui, forcément, il y a cette expérience en moins. Déperdition d'énergie, alors que justement, on doit avoir une complémentarité. Moi, je suis absolument ravie de ce que vous faites. Je trouve que ces jeunes journalistes beaucoup plus sensibilisés peut-être que nous l'étions, parce qu'on a été déjà élevés dans les années 60. Enfin voilà, c'est absolument formidable. Et je pense qu'il ne faut pas oublier cette complémentarité. Mais je crois que ce que vous avez vu en réunion, c'est aussi un choc des cultures, c'est-à-dire que vous avez un vocabulaire, vous avez une expérience, vous avez une habitude. Ces jeunes femmes-là, elles n'ont pas forcément cette manière de militer. D'ailleurs, par exemple, sur Prenons la Une, on a vu nos manières de faire. C'est qu'au début, on était juste des filles en train de boire des coups. Et puis là, depuis qu'on est structuré en association, depuis février ou mars, je sais plus, février, janvier, pardon. Depuis, en fait, les réunions sont beaucoup plus organisées. Moi, j'ai l'impression de parler tout le temps, de distribuer la parole, que les gens lèvent la main pour pouvoir parler. On remplit la salle en entier. Enfin, on était juste, même nous, on n'était pas habitués. Et je pense qu'aussi, il y a ce truc-là, qu'elles apprennent aussi à se structurer. C'est vrai que c'est dommage qu'elles ne le fassent pas aussi avec des délégués syndicaux qui sont opérationnels. Mais nous, on peut être un pont vers vous. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est vraiment important. Excusez-moi, mais il reste 5 minutes, il reste une dernière question. Alors il passe son tour, donc... sur cet aspect-là, en fait. C'était sur cet aspect-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai passé un entretien d'embauche dans un grand groupe de presse professionnelle et j'ai rencontré 3 chefs qui étaient 3 hommes blancs. Et dans mon entretien, je leur ai demandé mais alors sinon la diversité et la parité dans la rédaction, où vous en êtes? Et en fait, cette question-là, je me suis sentie légitime à la poser grâce à Prenons la Une. Donc je voulais vous remercier parce que pour moi, elle était légitime, donc je trouvais important qu'elle soit posée. Et j'ai été prise, donc comme quoi ça ne m'a pas disqualifiée. Mais donc du coup ma question c'est comment vous, votre engagement est perçu dans vos rédactions et par vos chefs, parce que moi je me suis dit à ce moment-là ça passe ou ça casse, donc est-ce que le stigmate est en train de se retourner ou voilà, comment on est aujourd'hui? Je trouve qu'aujourd'hui le stigmate en est plus un.
en tout cas dans le magazine dans lequel je travaille, au magazine Challenge, il se trouve qu'ils ont fait quelques constats. Un, il n'y a pas beaucoup de lectrices femmes, donc c'est un petit peu gênant. Deux, on ne peut pas continuer à aussi mal représenter la diversité. Et finalement, ils me prennent un peu comme à la fois une vigie et à la fois ils sont contents que je maîtrise bien les questions d'égalité salariale, puisque ça fait plein d'articles à écrire. Et donc je pense qu'il y a ce côté-là où finalement c'est positif. Alors, un peu la même chose que Léa quand même dans un premier temps. Au départ, j'étais vraiment la féministe de service de la rédaction LCI. Je parle pour le web. Et puis j'ai vu les choses vraiment évoluer de manière très très positive, c'est-à-dire que maintenant le sujet fait cliquer et donc est lu, et donc c'est très important évidemment puisque c'est ça qui rend les choses pérennes aussi. Et donc maintenant on vient me voir sur ces sujets-là, on me donne quand même une assez grande liberté dans le choix de mes sujets et on me fait confiance sur mes propositions. Donc voilà, des choses plutôt positives, et pour le reste on peut en parler ensuite. Voilà. Et Aude, pardon, excuse-moi. Non, mais moi, c'est un peu pareil qu'Anaïs. J'ai été dans des rédacs où, au départ, j'étais un peu la fille qui s'occupait des marginaux et des sujets secondaires, en gros. Et puis, bizarrement, après, ils sont dit « Ah, mais tiens, ça marche !» Donc, le regard a aussi un petit peu changé. Et puis, en fait, ça dépend qui dans les rédactions. Enfin, je veux dire, il y a des chefs qui sont très ouverts à ces sujets, d'autres moins. Donc voilà. Merci à vous d'être venus. Tu veux dire quelque chose, Sylvia? Non, merci. Merci beaucoup. Le manuel qui a suscité énormément d'intérêt est ici, mais si par hasard il n'y en avait pas assez, comment on fait pour se envoyer en mail On vous envoie un mail sur l'adresse mail qui est sur votre site. prenonslaune@gmail.com, tout simplement. Voilà. Donc ce manuel de rébellion est ici. En chiffres, en lettres. En lettres, prenons la une en lettres. En lettres, voilà. Donc il y a, grâce à Mario qui est ici, à qui je rends hommage, qui est un grand magicien et qui nous a trouvé un lieu pour boire un verre. Ça s'appelle le Bienvenu, et c'est lequel C'est où la bienvenue. Pardon? C'est l'autre côté de la rue. C'est l'autre côté de la rue. Donc vous êtes attendu à l'étage. Alors l'écriture inclusive, c'est pas de dire... Non, je sais. C'est pas non que féminin. Je sais bien. Je sais bien. Genre la jardin.